Bonne soirée à tous. Démission du président des Charbonnages de France, M. Georges Valbon, n'est plus d'accord avec la politique charbonnière du gouvernement. C'est officiel, les premiers missiles de croisière américains sont arrivés ce matin en Grande-Bretagne. Dans ce journal, vous pourrez suivre un dossier complet sur l'enjeu des euromissiles, dont le déploiement vient donc de commencer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un journal un peu exceptionnel que nous vous présentons ce soir, puisque la seconde partie de cette édition sera tout entière consacrée au problème des euromissiles, après l'annonce cet après-midi de l'arrivée en Grande-Bretagne des premiers missiles de croisière américains. Nous y reviendrons très longuement dans une dizaine de minutes, mais auparavant, je vous propose de faire un tour d'horizon de l'actualité de ce lundi 14 novembre, en commençant par l'actualité française, avec une démission qui va faire un certain bruit, celle du président des Charbonnages de France, M. Georges Valbon. Une démission qui suscite déjà un écho politique. Georges Valbon est en effet membre du Parti communiste. Il avait été nommé en 1982 à la tête des Charbonnages de France afin de mettre en place une politique de relance de l'activité charbonnière. C'est d'ailleurs l'un des chevaux de bataille du Parti communiste. Aujourd'hui, le paysage a beaucoup changé. Les Charbonnages de France enregistrent un déficit record et le président de la République, tout comme le Premier ministre, ont admis à plusieurs reprises que le charbon français avait un avenir économique très limité. Autant de raisons qui ont apparemment décidé Georges Valbon à présenter sa démission. Alors, avant de revenir sur les conséquences politiques de cette décision, je vous propose de jeter un coup d'œil sur le dossier du charbon français avec Laurence Auervin. Georges Valbon, le voici, lors d'un entretien qu'il avait accordé à Antenne 2, juste après sa nomination à la tête des Charbonnages de France en février 82. Est-ce que votre nomination signifie qu'il y a accord parfait entre les socialistes et les communistes sur la relance du charbon? Il me semble qu'il y a accord parfait sur les décisions du gouvernement. Et ce que je m'efforcerai de faire comme président des Charbonnages de France, ça sera d'appliquer cette politique pour qu'elle réussisse. Accord parfait, disait Georges Valbon à l'époque. Il est vrai que 4 mois plus tôt, Pierre Mauroy déclarait « Il ne s'agit surtout pas de réduire les productions de charbon, mais de les augmenter ». Et le Premier ministre fixait l'objectif de 30 millions de tonnes pour 1990. La production était l'an dernier de 18 millions de tonnes, elle recule actuellement, et le tournant dans la politique charbonnière du gouvernement, le voici. Le 27 avril dernier, François Mitterrand explique dans le Nord à quoi serviront les crédits de l'État. À quoi doivent-ils être consacrés? Bien, moi, je vous le dis, une formule qui n'aura pas d'équivoque. Ils seront consacrés à tout ce qui permettra la rénovation du bassin minier par le charbon lorsque les effets induits apparaîtront supportables. Ils seront consacrés à d'autres industries. Et les mêmes crédits ne pouvant pas servir 2 fois, cet examen devrait être fait par la région en discussion avec la ville, pour que je sois exactement informé sur ce qu'il convient de faire justement. Le tournant est clair, on ne parle plus d'augmenter la production et on ne subventionnera le charbon que si cela est supportable. Pourquoi ce tournant? Ici à la fosse 19 de Lens, dans le Pas-de-Calais, à 700 mètres sous nos pieds, on extrait encore chaque jour du charbon. Mais qu'en sera-t-il dans 10 ans? Regardez ces chiffres. La production de charbon a fortement augmenté depuis 1973. C'était plus intéressant que le pétrole. Mais elle baisse depuis 2 ans. 20 millions de tonnes en 81, 18 millions seulement en 82. Le prix de revient, lui, a augmenté. Extraire une tonne de charbon coûte en moyenne 592 francs et elle se vend 431 francs seulement. C'est l'État qui compense la différence. Or, le projet de budget prévoit pour les charbonnages une subvention de 6,5 milliards de francs, le même montant que l'an passé. Avec l'inflation, cela équivaut à une baisse. Si cela devait se confirmer, ce serait, faut-il le dire, une remise en cause dans les faits des engagements qui ont été pris par le président de la République et des décisions du Parlement et du gouvernement en octobre 81 sur la réalisation d'une nouvelle politique charbonnière dans notre pays. C'est bien parce qu'il est contre le revirement de la politique charbonnière dont il a maintenant la certitude que Georges Valbon a préféré démissionner. Combien de puits vont fermer et où? C'est toute la question. On m'a répandu des bruits alarmistes disant on va fermer ceci, on va fermer cela. Aucune décision n'est prise. Nous prendrons nos responsabilités au vu de la situation qui sera décrite avec la plus grande honnêteté, la plus grande objectivité. Nous sommes à un moment de vérité.
Les députés vont débattre demain soir à l'Assemblée nationale du prochain budget des charbonnages. Ce sera donc une heure de vérité, mais la vérité sera-t-elle la même pour tous? Oui, alors 3 réactions du côté syndical à la démission de M. Valbon. Pas de surprise selon la CGT et la CFTC qui relèvent toutes deux que le départ du président des Charbonnages de France est logique. Surprise en revanche pour la CFDT qui considère que ce n'est pas en démissionnant que l'on défend un dossier. A noter que le départ du patron des Charbonnages s'inscrit sur fond de grève dans les houillères du Nord Pas-de-Calais et dans les houillères d'Aquitaine. Voilà pour ce dossier. Reste qu'en marge de l'aspect économique de cette affaire, c'est un débat politique qui va s'engager autour de cette démission. C'est en effet la première fois qu'un responsable communiste de haut niveau fait publiquement état de son désaccord avec la politique économique du gouvernement. Et même si le porte-parole du gouvernement, M. Max Gallo, a déclaré tout à l'heure qu'il n'y avait là rien de politique, on peut quand même se poser quelques questions, Albert Duroy. Un désaccord sur l'avenir des charbonnages de France peut tout à fait suffire à expliquer la démission de Georges Valbon. Les objectifs charbonniers de la gauche sont révisés en baisse. M. Valbon est fondé de dire « ce n'est pas pour mener cette action-là que j'ai été placé à ce poste ». Cela ne veut pourtant pas dire que cette démission n'a aucune signification politique, surtout lorsqu'elle est mise en relation avec d'autres faits. Les coïncidences sont rares en politique. Premier fait, la CGT, par la bouche d'un de ses dirigeants, déclare « l'écart entre nos objectifs et la politique du gouvernement s'est accru ». Deuxième fait, pour expliquer toute une série de défaites électorales, la dernière ce dimanche à Aulnay, le Parti communiste parle du mécontentement provoqué par la politique économique et sociale du gouvernement. Troisième fait, Georges Marchais, hier, rappelle qu'au gouvernement, il y a seulement un ministre communiste sur 10. De la démission de M. Valbon à la déclaration de M. Marchais, tout cela va dans le même sens. Il s'agit pour tous de dégager leurs responsabilités et de subir le moins possible le contre-coup du mécontentement. De plus, dans quelques jours, dirigeants socialistes et communistes doivent se rencontrer. On sait que les socialistes veulent rappeler leurs alliés à la discipline et à la solidarité dans le domaine de la politique étrangère, par exemple. On peut se demander si, à l'approche de cette échéance, les communistes ne veulent pas faire comprendre aux socialistes qu'on ne peut pas tout leur demander, qu'il y a des couleuvres qu'ils n'avaleront pas. L'avertissement vaut pour les charbonnages, il vaut aussi pour tout le reste. Alors vous évoquiez l'élection d'Aulnay-sous-Bois, Albert Duroy, à Aulnay-sous-Bois, où c'est l'opposition qui a remporté hier soir la victoire avec un peu plus de 54% des voix contre 45,5% au maire sortant, M. Pierre Thomas, qui se présentait pour le Parti communiste. Et puis en France toujours, le président de la République ouvrait ce matin les travaux d'une rencontre consacrée à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans. À cette occasion, le chef de l'État a assuré que l'une des tâches essentielles devait être la modernisation de notre système éducatif. Attentat en série à la Guadeloupe. Le plus grave a eu lieu ce matin lorsqu'une bombe a explosé devant la préfecture de Basse-Terre. Bilan, au moins une vingtaine de blessés. Toujours beaucoup de réactions à ce que l'on appelle déjà l'affaire Vergès. Maître Vergès affirme, vous l'avez entendu ici même avant-hier soir, que Jean Moulin s'était suicidé après son arrestation par Klaus Barbie parce qu'il savait qu'il avait été trahi par un des hauts responsables de la résistance. Après Jacques Delarue, Henri Fresnay et Christian Pinault, c'est aujourd'hui Jacques Chaban-Delmas qui considère que les propos de Maître Vergès relèvent, je le cite, du cauchemar. Et puis pour la première fois aujourd'hui, le gouvernement a réagi à cette affaire par la voix de son porte-parole. Nous écoutons M. Gallo. Voilà, nous écoutons M. Gallo dans un petit peu moins d'une seconde. Le gouvernement tient à réaffirmer, et c'est ce qu'a fait d'une manière éclatante le président de la République en se rendant le 11 novembre à Oyonnax, le gouvernement tient à réaffirmer combien il veut défendre et diffuser le patrimoine héroïque qui est celui des combattants de la résistance. Il y a une manière, je dirais, nazie de voir l'histoire de la résistance. C'est d'imaginer, comme le font certains et comme naturellement Barbie a intérêt à le faire, une lutte entre personnes, entre elles. En réalité, il y avait bien sûr des différences d'opinion entre les chefs de la résistance, c'est clair. La résistance était une organisation démocratique. Mais il y avait, sous la menace de la Gestapo, la convergence de l'idéal de ces hommes qui voulaient lutter contre l'occupant. C'est cela le patrimoine de la résistance, et bien entendu, il faut laisser aux nazis leur vision à eux de l'histoire de notre pays.
Nous l'avons appris en fin d'après-midi, et je vous le disais en titre, les premiers missiles de croisière américains sont arrivés ce matin en Grande-Bretagne. C'est le début d'un processus qui va se dérouler pendant 5 ans et au terme duquel 572 nouvelles fusées américaines seront installées en Europe. C'est ce que l'on appelle les euromissiles. Dès la fin de cette année, 9 fusées Pershing 2 seront installées en Allemagne de l'Ouest, 16 missiles de croisière en Grande-Bretagne et 16 autres en Sicile. Ce regain de l'attention internationale préoccupe bien sûr beaucoup les opinions publiques européennes. C'est d'ailleurs l'un des thèmes retenus par François Mitterrand qui sera l'invité mercredi de l'heure de vérité sur Antenne 2. Alors nous allons essayer maintenant de vous aider à mieux comprendre quel est l'enjeu de ce déploiement et quels sont éventuellement les dangers de l'escalade. Voyons d'abord le décor. Face à face, il y a le bloc soviétique, ce que l'on appelle le pacte de Varsovie. Face à lui, c'est l'OTAN, c'est-à-dire l'Amérique et ses alliés européens. La France n'en fait pas partie. À l'origine, il y a l'installation par le pacte de Varsovie de fusées SS-20. Ce sont des missiles de portée moyenne, environ 4 à 5 000 km, dont les Occidentaux jugent qu'elles rompent l'équilibre nucléaire en Europe. Philippe Rochaud. Voici quelques-uns des missiles nucléaires qui font la force des pays du pacte de Varsovie. Les soviétiques viennent de révéler que ces armes d'une portée de 100 km sont installées partout où stationne l'armée rouge. 36 fusées SS-21 sont ainsi implantées en République démocratique allemande. Le pacte de Varsovie posséderait 10 000 fusées nucléaires comme celle-ci, soit 2 fois plus que les pays de l'OTAN. Jamais pourtant on n'a vu défiler les fameux SS-20 porteurs de 3 têtes nucléaires pouvant frapper à 5000 km de distance en Europe occidentale. L'Union soviétique en a installé un par semaine ces dernières années à l'ouest de l'Oural. Elle en posséderait 250, soit 750 têtes nucléaires braquées sur l'Europe. Un tel dispositif militaire a été rendu possible grâce à la création du pacte de Varsovie, dont on a fêté à Prague le 28e anniversaire. Sa naissance fut une réponse à l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest au bloc atlantique. L'Union soviétique, qui en est le maître d'œuvre, peut ainsi impliquer chacun des 7 pays signataires, comme la Pologne du général Jaruzelski, dans un vaste dispositif militaire. Mais la puissance du pacte de Varsovie, c'est aussi ses forces conventionnelles. Plus de 2 millions d'hommes, 30 000 blindés et 12 000 pièces d'artillerie, dont on peut apprécier l'efficacité lors des manœuvres que retransmet régulièrement la télévision soviétique. Les pays du pacte de Varsovie posséderaient également plus de 4 500 avions de combat. Aujourd'hui, la course à l'implantation des missiles nucléaires nous fait oublier l'augmentation et les progrès constants des forces conventionnelles des pays du pacte de Varsovie. Alors aujourd'hui, les soviétiques considèrent que l'installation des fusées SS-20 ne remet pas en cause l'équilibre nucléaire Est-Ouest. C'est d'ailleurs l'argument principal de l'état-major soviétique, comme l'explique l'un de ses principaux chefs, à Georges Bortoli. À noter que c'est la première fois qu'un maréchal soviétique s'exprime sur une télévision occidentale. Je crois que nous avons un petit problème avec l'interview. Voilà. Serge Akhromeyev, maréchal de l'Union soviétique, membre du comité central du Parti communiste. Sur sa table, à côté du verre de thé, beaucoup de notes pour nous démontrer que les responsables de la tension, ce ne sont pas les soviétiques, ce sont les autres. Les faits confirment qu'il n'est pas besoin de déployer les fusées américaines en Europe. Il n'y a ici aucune rupture de l'équilibre des armements à moyenne portée. Après ces SS-20 qui vous donnent déjà une avance technique, voici que vous annoncez maintenant des SS-21, 22, 23. Alors est-ce que vous n'êtes pas en train d'accélérer la course aux armements? Les fusées SS-20 ne donnent à l'Union soviétique aucune supériorité. Bien sûr, elles sont meilleures que les vieilles fusées SS-4 et SS-5. Mais l'existence sur les fusées SS-20 de 3 têtes au lieu d'une seule, comme c'était le cas sur les SS-4 et 5, n'a pas changé l'équilibre des forces dans ce domaine, puisque, en même temps qu'on déployait les premières, on diminuait le nombre des secondes. D'ailleurs, les moyens de l'Alliance Atlantique se sont modernisés, eux aussi. Monsieur le maréchal, jusqu'à présent, les Américains n'avaient en Europe aucune fusée à moyenne portée. Alors comment, dans ces conditions, pouviez-vous parler d'équilibre des forces nucléaires en Europe?
Selon nous, un équilibre approximatif dans les armements nucléaires à moyenne portée en Europe s'est établi depuis longtemps et il existe encore aujourd'hui. Notre position est claire et juste. Pour rétablir cet équilibre, il faut compter aussi bien les avions que les fusées, c'est-à-dire les deux composantes des armements nucléaires à moyenne portée. Le secrétaire général du comité central de l'URSS, président du présidium du Soviet suprême, Yuri Andropov, a déclaré que l'Union soviétique est prête à avoir dans la partie européenne de son territoire environ 140 fusées et 420 têtes à moyenne portée. Cela ferait, pour les fusées, un chiffre moindre et pour les têtes nucléaires, un chiffre égal aux moyens dont disposent la France et la Grande-Bretagne ensemble. Il va de soi qu'il faudrait aussi égaliser les moyens en ce qui concerne les avions. Je rappelle que les fusées soviétiques à moyenne portée se trouvant en Europe, qui seraient touchées par cette réduction en cas d'accord, seraient détruites. Voilà donc pour le premier volet du débat. Alors face aux soviétiques, le dispositif militaire de l'OTAN, c'est la réplique occidentale au pacte de Varsovie. 15 pays participent à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN donc. C'est leur réplique au SS-20, eh bien ce sont deux armes nouvelles qui sont les Pershing 2 et les missiles de croisière, des armes qui doivent être installées dans 5 pays européens. Patrick Lecoq. Le traité de l'Atlantique Nord a été signé en 1949 par 10 pays. 2 États américains, les États-Unis et le Canada, 8 États européens, la Belgique, la Grande-Bretagne, le Danemark, la France, l'Islande, les Pays-Bas, la Norvège et le Portugal. La Grèce et la Turquie rejoignent l'OTAN en 1952. Ensuite, ce sera le tour de l'Italie, puis de l'Allemagne fédérale en 1955. En 1966, la France décide de se retirer de l'organisation militaire, la Grèce l'imite en 1974, avant de reprendre sa place quelques années plus tard. Enfin, l'Espagne rejoint l'OTAN au début des années 80. Pour assurer la défense commune de l'Europe, 3 grands commandements ont été créés. Le commandement allié d'Europe, tout d'abord, quartier général, Mons, en Belgique. Ce commandement s'exerce sur tout le territoire européen, à l'exception de 4 pays, la Grande-Bretagne, l'Islande, le Portugal et bien sûr la France. Au total, 65 divisions, 800 000 hommes, 7 500 chars de combat, 3 400 avions tactiques disséminés sur 200 bases aériennes. Et puis 7 000 têtes nucléaires tactiques d'une puissance de 20 à 100 kilotonnes. Ce commandement européen est lui-même divisé en 3 grands secteurs, Centre-Europe, Nord-Europe, Sud-Europe. Deuxième grand commandement de l'OTAN, le commandement allié de l'Atlantique, quartier général Norfolk, en Virginie, États-Unis. Sa responsabilité s'exerce dans l'Atlantique, du pôle Nord au tropique du Cancer. L'élément militaire essentiel de ce commandement est constitué par la 2e flotte des États-Unis, avec ses sous-marins, ses 5 porte-avions d'attaque et ses 350 avions. Enfin, à Northwood, en Grande-Bretagne, est installé le quartier général de la Manche et de la mer du Nord. C'est la flotte britannique, la 3e du monde, qui en représente le noyau dur. Alors Pershing 2 et missiles de croisière doivent donc, selon l'OTAN, permettre de rééquilibrer la puissance des pays de l'Est. Mais parallèlement à leur décision d'installer ces missiles, c'était en 1979, les Américains ont entamé au même moment des négociations avec les Soviétiques à Genève. Des négociations qui, si elles réussissaient, devraient permettre une réduction des armements à moyenne portée en Europe occidentale comme dans les pays du pacte de Varsovie. Aujourd'hui, l'utilisation des fusées américaines est sous les ordres du commandement suprême allié en Europe. Son patron, c'est le général Bernard Rogers, que Georges Bortoli a rencontré dans son quartier général de Mons, en Belgique. C'est ici, au sud de la Belgique, que l'OTAN a installé son grand quartier général pour l'Europe depuis que la France a quitté l'organisation militaire intégrée de l'OTAN en 1966 et que, par voie de conséquence, les structures de l'OTAN ont quitté le territoire français.
Petite foule composite pour la conférence matinale. 15 nations, je vous le rappelle, sont représentées dans cette organisation militaire. Des États-Unis à la Grande-Bretagne, de l'Allemagne à l'Italie, de la Norvège à la Turquie, etc., etc. Mais selon la tradition, depuis que l'OTAN fut créée en 1949, le patron de cette organisation multinationale est un Américain, actuellement le général Bernard Rogers, 62 ans, formation à la fois militaire et universitaire. Nous avons constaté à l'OTAN, dans le milieu des années 70, qu'il y avait une carence dans notre système de dissuasion. Notre mission est de dissuader un agresseur éventuel et non pas de mener une guerre. Tout de même, mon général, M. Andropov avait proposé de réduire le nombre de ces missiles et maintenant, si les Pershing 2 sont installés, il va les augmenter. Est-ce que ça n'est pas ça de la course aux armements? Tout d'abord, vous devez comprendre que la position de M. Andropov a toujours été basée sur l'idée que nous allons garder, nous les soviétiques, nous allons garder nos missiles, mais vous, les occidentaux, vous devrez vous engager à ne pas avoir de tels missiles. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une solution équilibrée? Personnellement, je ne le pense pas. Alors, ils continuent à accroître leurs missiles nucléaires, qu'il y ait ou non un accord, qu'on déploie ou non nos missiles. Ma préoccupation est de tenir compte de ce que la différence en leur faveur s'accroît. À l'heure actuelle, nous pouvons encore contrôler la situation parce que nous sommes une organisation défensive, mais lorsqu'on voit ce qui se passe au sein de nos populations, lorsqu'on voit des gens qui pensent que les choses vont bien comme ça, je pense aux pacifistes, à l'unilatéralisme, alors là, de tels mouvements pourraient faire que la paix serait maintenue, mais que les populations perdraient leur liberté. Alors j'espère qu'on va comprendre. Sinon, un de ces jours, on se réveillera pour s'apercevoir que la situation militaire n'est plus contrôlable, que les soviétiques ont réalisé leur objectif, à savoir de nous contrôler en Europe de l'Ouest, en nous menaçant avec leur puissance militaire et par le chantage aussi bien militaire qu'économique. L'utilisation de ces missiles, qu'ils soient occidentaux ou soviétiques, c'est bien sûr le stade ultime, la catastrophe à laquelle on ose à peine songer. Mais elle est là en filigrane derrière toutes les décisions prises par les états-majors des deux blocs. Reste que pour en arriver là, il faudrait que de nombreux verrous aient préalablement sauté. C'est le scénario que nous propose maintenant Patrick Lecoq. La Troisième Guerre mondiale risque-t-elle d'éclater? Je crois que personne ce soir ne peut répondre à une telle question. Mais en revanche, tous les experts sont d'accord pour dire que la fin de l'année 83 et l'ensemble de l'année 84 seront parmi les plus difficiles de ces dernières décennies. Alors, comment pourrait éclater un conflit? Je ne parle pas bien sûr d'un conflit que les experts appellent périphérique, c'est-à-dire en Afrique, en Asie ou en Extrême-Orient. Je parle d'un conflit en Europe. Comment pourrait éclater une guerre? Vous le savez, de part et d'autre du rideau de fer, des centaines de milliers d'hommes se font face, des milliers de mégatonnes pourraient un jour ou l'autre, peut-être demain d'ailleurs, déclencher le feu nucléaire et l'apocalypse sur notre univers. Et finalement, en théorie, tout pourrait venir d'un simple enchaînement de petits faits, d'incidents et puis d'affrontements. Alors ce soir, nous vous proposons un exemple. Imaginons par exemple qu'un appareil américain faisant la liaison entre Francfort, en Allemagne fédérale, et Berlin, en Allemagne de l'Est, disparaissent tout d'un coup des scopes radars de contrôle. Il disparaît alors qu'il survole la RDA. Philippe Harwar et Anita Ben Saïd sont déjà... Selon le quartier général de l'US Air Force en Europe, l'épave de l'appareil américain, un C-141 Starlifter, qui transportait 154 passagers, a été repéré non loin de la frontière de la République démocratique allemande. Selon certains responsables du Pentagone à Washington, l'appareil américain disparu cette nuit a été abattu. Il n'y aurait pas de survivants. Dans un discours radio-télévisé sur l'ensemble des chaînes américaines, le président des États-Unis annonce que l'acte de guerre commis contre un appareil désarmé ne restera pas impuni. Selon certaines sources, les forces armées des pays membres de l'Alliance Atlantique ont été placées en état d'alerte. Dans une dépêche de l'agence TASS, les autorités soviétiques évoquent pour la première fois le sort de l'appareil américain. Pour Moscou, il s'agit d'une provocation délibérée fomentée par les milieux impérialistes occidentaux.
Moscou annonce que le peuple soviétique saura faire face à cette nouvelle menace. Washington demande la convocation urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'appareil américain abattu la nuit dernière aurait été atteint par des missiles SA-4 Ganef alors qu'il volait légèrement en dehors des couloirs aériens prévus pour les liaisons entre la RFA et Berlin. L'avion américain abattu effectuait une mission d'espionnage, affirme le chef d'état-major de l'armée de RDA. L'armée de l'air de la République d'Allemagne démocratique n'a fait que son devoir. Un appareil militaire de reconnaissance MiG-25 soviétique abattu par la chasse ouest-allemande. Une unité militaire est-allemande franchissant la frontière entre les deux Allemagnes interceptée par les gardes-frontières de RFA. L'unité est-allemande avait comme objectif la récupération des caméras du MiG-25 abattu par la Luftwaffe. Des combats sporadiques se poursuivent à la frontière entre les deux Allemagnes. Selon Bonn, l'artillerie est-allemande aurait ouvert le feu à plusieurs reprises sur les troupes de la RFA. Le quartier général de l'OTAN à Mons annonce que les troupes du pacte atlantique commencent à prendre leur position de combat. 3 divisions des forces armées soviétiques en RDA, la 6e DB de la garde, la 25e division blindée et la 21e division d'infanterie motorisée font mouvement vers la frontière. Le chef de l'État, après s'être entretenu par téléphone avec le président américain et avec les chefs de gouvernements européens, a rejoint le PC Jupiter. Le chef de l'État a décidé de mettre en état d'alerte maximum la force de dissuasion française. En revanche, les forces françaises d'Allemagne n'ont pas reçu l'ordre de se porter vers la zone des combats. Combats aériens entre F-15 et MiG-23 Flogger. Un combat aérien oppose depuis plusieurs minutes des appareils américains et soviétiques. Selon le quartier général de la 17e Air Force, des appareils F-15A du 22e Tactical Fighter Squadron basé à Bitburg ont été pris à partie par des MiG-23 appartenant à la 16e armée aérienne tactique soviétique. 2 F-15 et 6 MiG-23 auraient été abattus. Pour la première fois depuis 1945, des soldats américains et soviétiques échangent des coups de feu en Centre-Europe. La flotte soviétique de la Baltique aurait débarqué des troupes dans le nord de l'Allemagne. La bataille fait rage à la frontière entre les deux Allemagnes. Plusieurs régiments seraient au contact. Les pertes de part et d'autre seraient importantes. Le poste de commandement volant de l'armée américaine a décollé de la base d'Andrews. Les principaux responsables américains seraient à son bord. Les principaux dirigeants soviétiques auraient quitté Moscou pour rejoindre un poste de commandement secret. Stop, arrêtons là ce scénario de cauchemar et réveillons-nous. Tout ceci n'était que du cinéma, ou plutôt pour ce soir de la télévision. Mais si ce conflit avait réellement commencé, que se serait-il ensuite passé? Nous avons, je crois, 2 solutions à proposer. La première est pessimiste, c'est la solution de l'apocalypse. Après un combat classique et en application des doctrines militaires des 2 blocs, l'URSS ayant fait usage massivement d'armes chimiques, l'Ouest aurait riposté en utilisant l'arme nucléaire tactique. De part et d'autre, la parole aurait donc été donnée ensuite au SS-20 et au Pershing II. Le passage à l'arme stratégique devenait inéluctable. C'était la fin, sinon du monde, du moins de notre monde. L'autre solution est tout de même un tout petit peu plus optimiste. La bataille s'étant généralisée sur le front et sans avantage précis de part et d'autre, les 2 blocs se trouvent ramenés finalement à la case départ. Pousser délibérément une offensive amènerait en effet l'adversaire à faire usage de ses armes nucléaires et donc au couplage nucléaire tactique, nucléaire stratégique. L'enjeu de la conquête vaudrait-il les pertes qu'un tel conflit occasionnerait? Poser la question, c'est en réalité y répondre. Resterait donc une solution, parler. Le dialogue par le téléphone rouge, le dialogue comme celui que nous connaissons depuis 30 ans maintenant. Voilà, alors il ne faut pas oublier qu'en toile de fond de ce dossier, il y a toujours les négociations qui se poursuivent à Genève. Ce sont elles qui doivent décider, officiellement en tout cas, de l'avenir des armements soviétiques et américains en Europe. Cela dit, on peut considérer, Georges Bortoli, que tout est déjà joué. Tout est joué en ce qui concerne les négociations, en ce sens que les soviétiques ont dit que s'il y avait un déploiement des nouveaux missiles américains en Europe, ils quitteraient la table de la négociation. À mon avis, ils vont quitter cette table de la négociation sur le désarmement, mais temporairement. Ce sera une suspension, ce ne sera pas une rupture définitive. Pourquoi? Parce que ce serait vis-à-vis des opinions publiques, et ce sont les opinions publiques qui sont l'objectif majeur dans ce genre de problème, vis-à-vis des opinions publiques, les soviétiques prendraient une trop grande responsabilité et seraient en mauvaise position. Quoi?
casser complètement une négociation sur la paix et le désarmement? Mais les Américains répondraient immédiatement, mais nous ne l'avons pas cassé, alors que les Soviétiques continuaient, pendant les négociations de Genève, continuaient à installer un SS-20 par semaine. Donc je pense que, cara à cara, on va continuer à se parler, que ce ne sera pas le grand mur de silence entre l'Est et l'Ouest, parce qu'il y aura des Pershing 20 et des missiles de croisière. Alors précisément, les Américains ont fait de dernières concessions ce soir. Ils ont fait une dernière concession en proposant de descendre le nombre de leurs missiles, Pershing et cruise missiles, à 420 au lieu des 572 prévus. C'était une concession dont M. Reagan savait très bien qu'elle ne serait pas acceptée, parce que les Soviétiques ont une attitude d'un bloc. Pour l'instant, c'est pas de Pershing du tout, pas de cruise missile du tout, donc c'était non a priori, si vous voulez. Et ce n'est pas maintenant que le secrétaire général du parti, Yuri Andropov, est malade, que la diplomatie soviétique va se montrer plus flexible. Mais ce qu'il faut bien retenir de tout ça, c'est, je crois, que la négociation va continuer, c'est qu'il s'agit toujours d'impressionner les opinions publiques et d'impressionner l'autre gouvernement. On disait jadis que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Maintenant, c'est la menace qui est la continuation de la politique. Il s'agit de dire, du haut de mes mégatonnes, c'est un super grand qui vous contemple. Et puis voilà. Voilà donc pour le dossier Euromissile. Nous y reviendrons d'ici la semaine prochaine avec deux autres interviews plus complètes du général Rogers et du maréchal Akromeyev. Je vous rappelle également que ce sera l'un des thèmes principaux abordés mercredi par le président Mitterrand, qui sera l'invité de l'heure de vérité. Voilà, très vite Alain Gillot-Pétré, une nouvelle fois très vite la météo. Ça pince, il fait froid. Regardez pourquoi sur la photo satellite. C'est à cause d'un anticyclone situé ici qui nous ramène de l'air froid venu des steppes intérieures de l'Europe. Et la carte maintenant pour demain, donc sur les 3/5e nord du pays, toujours beau, froid et sec, gelé jusqu'à -5 le matin. Sur le sud du pays, ciel plus mitigé avec de la pluie de l'Aquitaine au Languedoc-Roussillon, neige sur le massif central et les Pyrénées à partir de 1000 à 1500 mètres, relatif beau temps sur les Alpes et une tranche qui irait du nord des Alpes à La Rochelle. Température stationnaire de 2 à 8 sur la moitié nord et de 5 à 18 sur la moitié sud, 18 à Bastia, 18 à Biarritz. Demain, c'est le mardi 15 novembre, 2 minutes de soleil en moins, levé 8 heures, tout rond, couché 17h10. C'est la Saint-Albert qui est le patron des scientifiques. Salut patron. Voilà, fin de ce journal. Notre dernière édition vous sera présentée aux environs de 23h25 par Hervé Claude, qui animera un débat qui fait suite au dossier Euromissile de ce soir et qui opposera Catherine von Bülow et André Glucksmann. Demain, 12h45, antenne de Mini, 18h30, c'est la vie. Je vous souhaite une excellente soirée.